Tout le monde connaît Adolf Hitler. Son nom est resté gravé comme l'un des plus infâmes du XXe siècle. Mais ce que presque personne ne se demande, c'est ce qu'il est advenu de sa famille quand tout a pris fin. Quelqu'un les a-t-il jugés? Quelqu'un les a-t-il cherchés? Tandis que l'Allemagne se rendait, les camps étaient libérés et les procès de Nuremberg faisaient la une, son entourage le plus proche a pris une autre voie, la disparition. Ils ont changé de nom de famille, ont déménagé sans laisser de traces et ont coupé tout lien avec leur passé. Certains ont traversé les frontières avec de faux papiers, d'autres ont inventé de nouvelles identités et n'ont jamais raconté d'où ils venaient. Il n'y a pas eu de plan conjoint ni de conspiration. Ce fut une réaction commune. Survivre en s'éloignant du nom de famille le plus détesté du monde. Voici l'histoire d'une famille qui a décidé de s'effacer complètement. Qu'est-il arrivé aux proches d'Adolf Hitler après l'effondrement du Troisième Reich? Quand tout s'est effondré, porter le nom de Hitler était un problème que personne ne voulait avoir. Non seulement à cause de la charge historique qu'il traînait, mais aussi à cause de tout ce qui était resté à son nom. Maisons, argent, meubles, documents, cimetières et même droits d'auteur. Ce qui a suivi n'a pas été un ordre formel, mais une foule de petites décisions qui visaient toutes la même chose, faire disparaître toute trace légale ou matérielle qui pourrait lier quelqu'un à lui. En Allemagne et en Autriche, les premières actions sont venues des bureaux publics. Ils savaient que toute propriété liée au dictateur pouvait susciter la controverse, devenir un lieu de culte ou même un motif de conflit. Ils ont donc pris les devants et ont commencé à tout réquisitionner sans donner d'explication. En Bavière, par exemple, le terrain où il avait vécu a été exproprié sans annonce. Il n'a été proposé à personne, pas même aux parents. Il est passé aux mains de l'État et a été retiré du marché. Il en a été de même pour les papiers, lettres, portraits ou meubles. Tout ce qui pouvait servir à construire une sorte de légende a été retiré ou mis sous clé. Parallèlement, les registres civils ont également commencé à bloquer toute procédure mentionnant ce nom de famille. Les héritages, successions ou réclamations incluant le nom Hitler étaient immédiatement archivés. Ils n'étaient pas traités. Il n'y avait pas de réponse. Ils s'arrêtaient tout simplement là. Peu importait qu'il s'agisse de membres de la famille directe ou de parents éloignés. Pour les nouveaux gouvernements, personne portant ce nom ne devait recevoir aucun type de bénéfice. Les cimetières sont également entrés dans l'équation. De nombreuses sépultures liées à la famille ont été retirées, non pas par ordre judiciaire, mais par précaution. Les autorités craignaient que ces lieux ne se transforment en point de rencontre pour les nostalgiques du régime ou en cible d'attaque. Dès que possible, les pierres tombales ont été retirées, les concessions annulées et les restes déplacés sans préavis. Dans certains cas, ils ont simplement été laissés à l'abandon, recouverts par les mauvaises herbes et sans aucun signe. Comme s'ils n'avaient jamais été là. Même des membres de la famille très éloignés ont tenté, dans certains cas, de récupérer des biens ou de demander des redevances. Certains disaient avoir des droits sur de vieilles maisons, d'autres voulaient percevoir de l'argent pour des livres vendus à l'époque nazie. La réponse a toujours été la même. Ces biens étaient sous contrôle depuis 1945 et ne pouvaient être réclamés en vertu de la loi actuelle. Bien que dans d'autres cas, la justice autorisait des héritages similaires, des restrictions spéciales s'appliquaient à tout ce qui touchait le nom de Hitler. Au fil des ans, les tribunaux ont encore durci leur position. Les juges rejetaient les demandes avec diverses excuses. Erreurs techniques, manque de documentation, délais expirés. Mais le message était clair. Aucun lien légal avec ce passé ne serait accepté. L'Autriche a agi de manière similaire. Toutes les propriétés liées à l'entourage familial de Hitler ont été examinées. La plupart ont été confisquées sans procès ni compensation. Dans de nombreux cas, il n'a même pas été publiquement annoncé ce qu'il était advenu de ces biens. Certains ont été simplement fermés, d'autres sont restés entre les mains de l'État sans affectation. L'important était d'empêcher que quiconque ayant des intentions politiques ne puisse les réclamer à l'avenir. Des mesures ont également été prises concernant les objets personnels. Toute possession du cercle proche du dictateur a été déclarée non commercialisable. Leur vente, exportation ou reproduction a été interdite. Certaines ont fini dans des dépôts officiels. D'autres sont passées entre des mains privées sans enregistrement. Mais dans la mesure du possible, on a évité qu'elles ne circulent librement. Il en a été de même pour les documents privés. Lettres, photos,
certificats de propriété, tout a été envoyé dans des archives restreintes. Il ne pouvait être consulté qu'avec des autorisations spéciales, généralement par des universitaires ou des chercheurs. Les bibliothèques publiques ont retiré certains livres. Les notaires ont marqué les registres avec des avis de réserve. Il n'y a pas eu de loi générale pour cela. Mais chaque institution a compris qu'il était préférable de gérer ce matériel avec un soin extrême. C'est ainsi que, sans grand titre ni loi spéciale, le nom de famille a disparu du système. Sans propriété, sans tombes identifiables, sans documents accessibles, la famille Hitler a été démantelée de l'intérieur. Personne ne l'a officiellement ordonné. Mais les refus administratifs, les démarches ignorées et les décisions quotidiennes de milliers de fonctionnaires ont fini par créer un vide juridique. Avec le temps, tout ce qui touchait à ce nom de famille est devenu un sujet dont personne ne voulait parler. Les descendants, directs ou indirects, ont commencé à vivre sous un autre nom. Certains l'ont changé légalement. D'autres utilisaient simplement une version modifiée. Beaucoup ont disparu des registres. Ils n'ont laissé aucune trace. Ils n'ont conservé ni photos ni papiers qui les liaient à leur passé. Les décisions étaient prises en privé, au sein de chaque foyer, sans plan conjoint ni instruction. Il s'agissait de survivre en silence. Dans les registres d'immigration, on trouve des personnes qui ont quitté le pays juste après la fin de la guerre avec des documents ambigus. Certaines avec des données incomplètes. D'autres avec des identités qu'elles n'ont ensuite plus utilisées. Elles se déplaçaient entre les frontières, utilisant des papiers de soldats décédés ou des noms empruntés à des connaissances. Dès qu'elles s'installaient dans un nouveau lieu, elles laissaient derrière elles leur histoire originale. Elles ne regardaient pas en arrière. Certains ont vécu ainsi toute leur vie. Leurs enfants sont nés avec la nouvelle identité. Leurs petits-enfants ont grandi sans rien savoir. Dans de nombreux cas, on ne parlait même pas du sujet au sein de la famille. Si quelqu'un posait une question, on répondait par des évasions. Les vieilles photos étaient détruites, les souvenirs gardés dans des boîtes fermées. Dans les petits villages, personne ne posait beaucoup de questions. Il était normal que des personnes arrivent sans papier ni histoire claire. Certains de ceux qui portaient le sang de Hitler ont vécu et sont morts comme n'importe quel autre voisin sans que personne ne le sache. Dans d'autres cas, ils ont opté pour des noms de famille complètement différents. Certains ont choisi des noms très courants. D'autres ont cherché des options étrangères qui ne sonnaient pas allemandes. Dans les recensements, on trouve souvent une seule lettre changée par rapport à l'original. Cette petite astuce suffisait pour passer inaperçue. Le plus grand effort a été fait au sein des familles elles-mêmes. On demandait aux enfants de ne pas poser de questions sur leurs grands-parents, de ne pas parler du passé à l'école, de ne pas faire confiance aux étrangers. On effaçait les traces, on brûlait les lettres, on jetait les portraits. Personne ne voulait qu'une connexion mal expliquée mette en péril une vie entière. Dans les archives militaires alliées, certains interrogatoires de personnes utilisant de fausses identités ont été conservés. Parfois, ils étaient découverts par une lettre oubliée ou par quelqu'un qui les dénonçait. Dans presque tous les cas, ils offraient une histoire parallèle déjà préparée. Certains étaient convaincants, d'autres étaient rapidement écartés. Mais en général, s'il n'y avait pas de preuve de crime, les officiers clôturèrent l'affaire et passaient à la suivante. Certains ont fini en Amérique latine, notamment dans les communautés allemandes d'Argentine ou du Brésil. Là, ils pouvaient vivre sans attirer l'attention. Ils partageaient la langue, les coutumes, et personne ne posait trop de questions. Ils utilisaient des noms communs. Ils travaillaient à la campagne ou dans des métiers simples. Ils évitaient la politique, les réunions, les photos. Pour rester dans l'anonymat, ils choisissaient des professions qui n'impliquèrent pas d'exposition. Menuisiers, agriculteurs, employés de bureau. Ils ne se montraient pas dans les médias. Ils n'écrivirent pas de lettres à l'étranger. Ils vivaient attentifs à ce qu'ils disaient et à qui ils le disaient. Ils savaient qu'un seul mot déplacé pouvait tout mettre en péril. Et quand les enfants commençaient à se douter de quelque chose, la réponse était toujours la même. Ne pose pas de questions. Certains ont appris la vérité peu avant la mort de leurs parents, d'autres, jamais. Ils ont emporté ce doute pour toujours. Même aujourd'hui, une partie de cette descendance vit sous des identités créées il y a plus de 50 ans. Ils n'ont rien dit. Ils ne sont pas apparus dans la presse. Ils n'ont pas raconté leur histoire. C'est ainsi qu'a commencé l'effacement silencieux d'une famille entière, non pas par des lois ou des jugements, mais par des décisions privées, des archives altérées et des déménagements discrets.
Un processus qui n'a pas fait les gros titres, mais qui a été plus efficace que toute condamnation publique. Avoir le nom de Hitler après 1945 était un fardeau que personne ne voulait supporter. La plupart des membres de la famille qui ont survécu ont choisi de le cacher. Certains l'ont changé immédiatement, d'autres ont appris à vivre sous des noms d'emprunt. Ce n'était pas une stratégie ordonnée, mais une réaction pour se protéger. Si ce nom apparaissait sur un document, le rejet était immédiat. Il existe des registres de personnes qui ont quitté l'Europe avec des passeports délivrés au dernier moment, remplis de données imprécises ou incomplètes. Beaucoup d'entre eux utilisaient des noms qui n'étaient pas les leurs. Certains ont adopté l'identité de soldats morts. D'autres ont emprunté le nom de connaissances. Une fois la frontière franchie, le passé était derrière eux. La nouvelle vie commençait à zéro, sans explication. Certains ont gardé ces identités toute leur vie. Leurs enfants sont nés avec ces données inventées. Ils sont allés à l'école, se sont mariés et ont vieilli sans connaître la véritable origine de leur famille. À la maison, on ne parlait pas du passé. Les photos disparaissaient. Les documents étaient détruits. Les questions étaient évitées. Dans les villages ruraux d'Autriche ou les régions éloignées d'Allemagne, des familles avec des histoires vagues sont arrivées. Personne n'était surpris. Il était courant de voir des personnes déplacées sans papier. Certains d'entre eux étaient des parents du dictateur, cachés parmi la population. Ils travaillaient dans de petits commerces, des métiers manuels ou des tâches administratives. Ils ne voulaient pas attirer l'attention. Ils passaient inaperçus. Et c'est exactement ce qu'ils cherchaient. Beaucoup ont choisi des noms de famille génériques. Certains ont à peine modifié une lettre. D'autres ont pris des noms étrangers pour éviter les soupçons. Dans les registres officiels, il y a des entrées où une seule voyelle différenciait le nouveau nom de l'original. C'était suffisant pour ne pas attirer l'attention. Mais l'opération la plus délicate se déroulait à l'intérieur des maisons. On demandait aux enfants de ne pas parler du passé, de ne pas dire le vrai nom de famille, de ne pas mentionner leurs grands-parents. Dans de nombreuses familles, de vieilles photos ont été déchirées et des lettres cachées. Tout ce qui rappelait leur origine était dissimulé ou complètement éliminé. Les puissances alliées ont conservé des registres d'interrogatoire réalisés auprès de personnes ayant des identités altérées. Elles étaient parfois découvertes à cause d'une lettre oubliée, d'une photographie ou d'une délation. Quand cela arrivait, presque toutes réagissaient de la même façon. Elles avaient une histoire parallèle prête à raconter. Certaines étaient convaincantes, d'autres moins. Mais s'il n'y avait pas de lien clair avec des crimes du régime, le dossier était classé et on ne les dérangeait plus. Quelques proches se sont établis en Amérique du Sud. Ils n'étaient pas nombreux, mais suffisamment pour passer inaperçus au sein des communautés germanophones. En Argentine, au Brésil ou au Chili, plusieurs ont trouvé refuge dans des régions rurales ou des quartiers tranquilles de grandes villes. Ils parlèrent la langue, partageaient les coutumes, et personne ne posait trop de questions. Ils se mélangeaient facilement. Ils utilisaient des noms simples. Ils menaient une vie sans heurts. L'une des façons les plus efficaces de maintenir l'anonymat fut de choisir des travaux sans visibilité. Beaucoup furent ouvriers, agriculteurs, mécaniciens ou employés de bureau. Ils évitaient toute forme de protagonisme. Ils n'apparaissèrent pas sur les photos, ne parlèrent pas aux journalistes et ne participèrent pas à des associations. Ils vivaient discrètement, non par humilité, mais par stratégie. Même lorsque les enfants grandissaient et commençaient à se douter de quelque chose, les parents préféraient ne rien expliquer. Ils disaient qu'il valait mieux ne pas remuer le passé. Dans certains cas, ils n'ont raconté la vérité que peu avant de mourir. Dans d'autres, le secret a été gardé pour toujours. Il y a des descendants qui, encore aujourd'hui, ignorent que leur grand-père portait le nom d'Hitler. Pendant ce temps, des personnes sont apparues, affirmant faire partie de la famille sans avoir de preuves réelles. Certains prétendaient être des enfants illégitimes du dictateur ou de ses frères. D'autres se disaient neveux, petits-enfants ou cousins éloignés. Ils montraient des arbres généalogiques faits à la main, des photos floues ou des récits hérités. Aucun n'a présenté de documents officiels, mais cela ne les empêchait pas de chercher l'attention médiatique. L'un d'eux est apparu en France, déclarant que sa mère lui avait avoué sur son lit de mort qu'il était le fils de Hitler. Selon lui, le père biologique avait été un caporal allemand pendant la Première Guerre mondiale. Il disait avoir des lettres, des souvenirs, mais n'a jamais présenté une seule preuve solide. Malgré cela, il a été interviewé à la télévision et a bénéficié d'une couverture médiatique. Un autre cas s'est produit en Europe de l'Est. Un homme affirmait être un descendant d'un oncle de Hitler.
Il se faisait appeler le dernier Hitler, portait le nom de famille sur son passeport, avait des tatouages voyants et participait à des documentaires sensationnels. Il n'a pas montré de preuves, mais il a gagné quelques minutes de célébrité. Ses prétendus héritiers partageaient un modèle commun, des récits vagues, des preuves faibles et beaucoup d'expositions. Lorsqu'on les interrogeait, ils parlaient de documents perdus, d'archives brûlées ou de témoins décédés. Aucun n'a passé de vérification sérieuse. Certains affirmaient posséder des objets personnels du dictateur, montres, lettres, livres signés. Parfois, ils les montraient lors d'interviews, mais chaque fois qu'un expert les examinait, ils s'avéraient être faux ou sans valeur documentaire. Dans certains cas, même les dates ne correspondaient pas. Les pièces étaient immédiatement écartées. Il y a eu des tentatives d'aller plus loin. Certains de ces personnages ont écrit des livres, ont réclamé des droits sur les œuvres du dictateur ou ont tenté de percevoir des redevances. Dans tous les cas, les demandes ont été rejetées. Elles n'avaient aucune légitimité. Et pour les autorités, le nom de famille ne donnait droit à rien, surtout si la parenté n'était pas prouvée. L'un des plus polémiques est allé jusqu'à visiter d'anciens camps de concentration. Il parlait aux médias, lançait des phrases provocatrices et disait vouloir comprendre son père. La réaction fut immédiate. Des organisations de défense des droits de l'homme, des médias et des gouvernements l'ont condamné publiquement. Il insistait sur le fait qu'il ne cherchait que des réponses, mais chaque apparition le transformait plus en spectacle qu'en source d'information. Des rumeurs ont également circulé sur des enfants nés en secret, fruits de relations cachées. On parlait de femmes inconnues, de cliniques clandestines, de documents perdus. Aucune preuve concrète n'est jamais apparue. Aucune histoire n'a été confirmée. Tout est resté du domaine de la spéculation. Pendant ce temps, les vrais parents du dictateur gardèrent le silence. Ils ne donnaient pas d'interview, n'écrivaient pas de livres, ne réclamaient rien. Ils vivaient dans l'anonymat. C'était la différence. D'un côté, ceux qui cherchaient la notoriété sans preuve. De l'autre, ceux qui faisaient réellement partie de l'arbre généalogique et préféraient disparaître. Avec le temps, ces autoproclamés héritiers ont perdu en visibilité. Certains sont morts sans avoir rien prouvé. D'autres ont changé leur version. Il en reste encore quelques-uns qui apparaissent dans des émissions marginales, mais ils ne suscitent plus d'intérêt. Personne ne les croit, et aucun n'a pu prouver son lien. Le nom de Hitler, l'authentique, a disparu sans bruit. Non pas par manque de descendants, mais par une décision collective de ne pas perpétuer la lignée. Aux États-Unis, par exemple, 3 petits-neveux du dictateur ont vécu pendant des décennies. Ils ont convenu entre eux de ne pas avoir d'enfants pour mettre fin au nom de famille. Ils ont changé de nom. Ils ont mené des vies normales, loin des caméras et des journalistes. Ils n'ont jamais parlé publiquement. Ils n'ont pas laissé de descendance. Et c'est ainsi qu'ils ont clos une partie de l'histoire. Parallèlement, certains lieux ont décidé d'effacer physiquement toute connexion. À Leonding, en Autriche, où étaient enterrés les parents de Hitler, la tombe a été retirée. Le cimetière était petit. Personne n'y prêtait attention. Mais avec le temps, des curieux ont commencé à arriver. Certains laissaient des fleurs, d'autres des symboles étranges. C'était inconfortable pour la communauté locale. Les autorités ont pris une décision rapide. En accord avec une parente éloignée, elles ont retiré la pierre tombale sans faire de bruit. Il n'y a pas eu d'annonce ni de cérémonie. Elle a simplement disparu. Il est resté une bande de terre sans nom. Les restes sont toujours là, mais il n'y a plus de marque. Personne ne peut identifier le site exact. Ce geste était symbolique. Il a montré comment même les lieux physiques pouvaient être neutralisés pour éviter tout type de culte. Et il a servi d'exemple. Dans d'autres cimetières, des mesures similaires ont été adoptées, en silence, sans scandale, sans caméra. Dans certaines archives paroissiales, les mentions de la famille ont été retirées. Non pas par censure d'État, mais par décision des curés locaux. Ils ne voulaient pas que les églises soient impliquées dans des controverses. Ils préféraient garder les livres ou transférer les données dans des dépôts fermés. Les archives militaires et judiciaires ont également contribué à cet effacement. Les demandes de changement de nom présentées par des personnes liées au nom de Hitler étaient approuvées rapidement, sans demander trop de preuves. Les fonctionnaires comprenaient qu'il valait mieux ne pas poser de questions. C'est ainsi que, en quelques années, le nom de famille le plus infâme du XXe siècle a disparu de partout. Des papiers, des pierres tombales, des registres scolaires, et aussi du langage courant. Personne ne voulait le prononcer, personne ne voulait l'expliquer, personne ne voulait le porter.
À Leonding, une localité tranquille d'Autriche, il existait une tombe sans prétention. C'était la sépulture des parents d'Adolf Hitler. Pendant des années, elle est passée inaperçue, jusqu'à ce que des visiteurs avec d'autres intentions commencent à arriver. Certains venaient par curiosité, d'autres par admiration, quelques-uns pour laisser des symboles. La tombe a cessé d'être une tombe ordinaire. Elle a commencé à attirer les regards. Le cimetière n'était pas préparé à cela. Les voisins se sont sentis mal à l'aise. Les plaintes ont commencé. Ils ne voulèrent pas que leur quartier se transforme en lieu de pèlerinage. L'administration du lieu a pris note et a agi rapidement. En accord avec une parente éloignée, ils ont retiré la pierre tombale sans faire aucune annonce. Il n'y a pas eu de presse. Il n'y a pas eu de cérémonie. Juste un matin, la pierre n'était plus là. Le terrain est resté le même. Les corps étaient toujours là. Mais il n'y avait plus de marque. Ni date, ni nom, ni croix. Juste un espace vide. Personne ne pouvait dire avec certitude où se trouvaient les restes. Ainsi, en silence, un chapitre s'est clos. Non par décret, mais par sens commun. Personne n'a plus jamais laissé de fleurs. Personne n'a plus jamais filmé. La communauté a compris que l'oubli était plus efficace que n'importe quelle sanction. Ce cas a marqué une tendance. D'autres localités ont pris des décisions similaires. Là où il y avait des tombes ayant un lien quelconque avec la famille du dictateur, la discrétion a été privilégiée. Les concessions étaient annulées. Les noms étaient retirés. Les tombes étaient transformées en parcelles anonymes. Personne ne posait de questions. Personne ne protestait. Les archives ont également joué leur rôle. Dans de nombreuses paroisses, les mentions de la famille ont été retirées des registres publics, non pas par ordre de l'État, mais par précaution. Les curés comprenaient que ces noms pouvaient générer des polémiques. C'est pourquoi ils ont opté pour déplacer les registres vers des sections réservées, hors de portée des curieux. Quand les Alliés ont gagné la guerre, l'une de leurs premières démarches a été de localiser les parents vivants de Hitler. Ils ne s'attendaient pas à trouver des coupables directs, mais ils voulaient clore des interrogations. Ils cherchaient à savoir s'il restait des documents, des biens cachés ou des informations utiles. Ce qu'ils ont trouvé fut autre chose, silence et évasion. Les soldats se présentaient au domicile lié à la famille. Certains étaient vides, d'autres étaient occupés par des personnes qui disaient ne rien savoir. Quand ils trouvaient quelqu'un, ils l'interrogeaient. Les entretiens étaient formels. Dans la plupart des cas, ils duraient peu de temps. Les réponses étaient froides, mécaniques. Tous répétaient la même chose, qu'ils n'avaient aucun lien avec le dictateur, qu'ils ne l'avaient pas vu depuis des années, qu'ils n'avaient jamais rien su de sa vie politique. Ils posèrent des questions sur des lettres, des objets, des photos. Presque toujours la réponse était négative. Certains disaient que tout avait été perdu dans les bombardements. D'autres assuraient qu'ils l'avaient détruit. Très peu montraient quelque chose de concret. Et quand ils le faisaient, cela n'avait pas beaucoup de valeur. Les interrogateurs consignaient leurs observations. Ils prenaient note de l'attitude, des gestes, de l'ambiance. Parfois, ils écrivaient des choses comme « tendu », évasif, coopératif. Mais en général, les entretiens se terminaient sans nouvelles. Rien ne les compromettait légalement. Et s'il n'y avait pas d'indice de délit, le cas était clos. Après ces rencontres, beaucoup choisissaient de déménager. Ils quittaient le quartier, le pays, le continent. Ils ne voulaient pas être mentionnés dans les papiers. Et s'ils l'étaient déjà, ils préféraient disparaître. Les Alliés n'insistèrent pas, ils avaient d'autres priorités. Sauf s'il y avait des soupçons concrets, il n'y avait pas de suivi. Des décennies plus tard, certains historiens ont eu accès à ces archives. Ils ont examiné les rapports, les questionnaires, les notes. Ce qu'ils ont trouvé était une chaîne d'entretien sans importance. Il n'y avait pas de grandes révélations, seulement la trace de personnes qui voulaient laisser derrière elles une partie inconfortable de leur histoire. Personne ne défendait le dictateur. Personne ne le justifiait. Il ne parlait tout simplement pas de lui. Ce silence n'était pas une stratégie politique. C'était une façon de survivre. Pour beaucoup, porter ce nom de famille était déjà une punition suffisante. Ils n'avaient pas besoin de plus d'exposition. Dans certains cas, les membres de la famille refusaient de répondre par peur des représailles. Dans d'autres, par honte. Mais l'effet était le même. Ils disparaissaient du récit. Pendant ce temps, les dossiers s'accumulaient, des chemises avec des noms, des dates et des signatures, mais sans suivi. Les fonctionnaires enregistraient chaque étape, mais ils savaient qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Il ne s'agissait pas de dissimuler, mais de laisser faire. Les parents les plus éloignés sont restés pris dans la paperasse.
Ils n'avaient pas de poste public ni d'historique politique, mais ils partageaient le nom de famille. Quand le système s'est effondré, ils se sont retrouvés sans soutien. Ils ont perdu des avantages, des réseaux de soutien, des documents. Certains ont fini dans des camps de réfugiés. D'autres ont vécu de petits boulots. Aucun n'a été jugé. Mais ils n'ont pas non plus reçu d'aide. Ceux qui utilisaient des noms de famille similaires étaient regardés avec suspicion. Même s'ils n'avaient aucun lien, le simple fait de porter ces lettres était un motif de rejet. Beaucoup ont demandé à changer de nom. D'autres ont disparu des registres. L'administration d'après-guerre n'avait pas les ressources pour suivre chaque cas. S'ils n'étaient pas fichés comme criminels, on les laissait partir. Dans les années suivantes, des personnes portant des noms similaires sont apparues dans des documents officiels. Certains auraient pu être des membres de la famille, mais aucune enquête n'a été menée. La priorité était de reconstruire, pas de rouvrir de vieilles blessures. La Croix-Rouge a tenté de regrouper les familles. Elle a reçu des milliers de demandes. Certaines mentionnaient des parents liés au régime, mais ces cas étaient marqués comme sensibles et classés sans réponse. Le système ne pouvait pas supporter une charge supplémentaire. En Autriche, il s'est passé quelque chose de similaire. Des notifications de saisie, des citations à comparaître, des sanctions ont été envoyées. Certains n'ont jamais répondu, d'autres ont renvoyé les enveloppes. Beaucoup ont été enregistrés comme non localisés, et l'État n'a pas insisté. Dans les registres des églises rurales apparaissent des noms proches de l'entourage familial du dictateur. Les dates et les lieux coïncident, mais il n'y a pas de preuves. Certains sont morts sans laisser de descendance, d'autres figurent comme décédés sans détail. Personne n'a demandé d'enquêter, personne n'a réclamé. La bureaucratie a fait le reste. Erreurs d'écriture, archives perdues, formulaires incomplets. Ce qui, à un autre moment, aurait été un problème, était ici une solution. C'est ainsi qu'ils ont disparu, sans avoir besoin de se cacher, juste en profitant du désordre. Aujourd'hui, il est presque impossible de retrouver ces membres de la famille. Il n'y a pas de données, pas d'indices, pas d'héritage. Ce n'était pas un complot, c'était une somme de peur, de lassitude et de volonté d'effacer le passé. La nouvelle administration ne les a pas enregistrés, et eux n'ont rien fait pour apparaître. Beaucoup ont vécu sans laisser de traces. Ils sont morts sans être identifiés. Ils n'ont pas eu d'enfants ou ne les ont pas reconnus légalement. Dans certains cas, les petits-enfants sont nés sans rien savoir. Tout est tombé dans l'oubli. Une déconnexion graduelle, sans annonce ni scandale. En même temps, le livre que Hitler avait écrit pendant son emprisonnement continuait de faire du bruit. Mein Kampf était un texte plein de haine, utilisé comme outil de propagande. Après la guerre, il est resté sans propriétaire légal. Il n'y avait pas d'héritier. On ne savait pas quoi en faire. L'État de Bavière en a assumé la garde. Pendant des années, il a refusé de le rééditer. Non par loi, mais par décision politique. Personne ne voulait qu'il circule à nouveau. Les copies existantes étaient en mauvais état ou s'obtenaient sur le marché noir. Mais de nouvelles n'étaient pas imprimées. Certains membres de la famille ont été contactés. Ils pouvaient, en théorie, réclamer les droits. Aucun ne l'a fait. Ils ne voulaient pas cet argent. Ils ne voulaient pas ce fardeau. Pour eux, le livre était quelque chose qui devait rester enterré. On a parfois entendu des rumeurs selon lesquelles certaines maisons d'édition versaient des redevances à des descendants. Cela n'a jamais été prouvé. Il n'y a pas de registre de transfert. Ce qui a été gagné avec ce livre est resté sur des comptes gelés ou a été absorbé par le régime. Personne n'a été payé après 1945. Même les groupes extrémistes évitaient de se lier directement au texte. Ils l'utilisaient, le citaient, mais quand il s'agissait de droits légaux, tout le monde se retirait. Personne ne voulait rien signer. C'était un livre maudit. Ces dernières années, le veto a été levé. Certaines maisons d'édition ont décidé de le publier avec des commentaires critiques, non pas en hommage, mais comme document historique. Elles incluaient des avertissements, des analyses, des notes explicatives. C'était plus une étude qu'une édition traditionnelle. Au cours de ce processus, on a tenté de localiser des membres de la famille pour leur demander leur avis. Il n'y a pas eu de réponse. Certains étaient déjà morts. D'autres vivaient sous d'autres noms. Les rares identifiables ont refusé tout contact. Ils ne voulaient rien savoir, ni parler, ni signer, ni participer. Il y a eu des propositions pour que les bénéfices soient destinés aux victimes du régime. Certaines organisations l'ont soutenu, d'autres l'ont jugé inutile.
Dans aucun cas, des membres de la famille ne sont apparus. Pour eux, ce livre n'existait pas. Il ne faisait pas partie de leur héritage. Ainsi, Mein Kampf est resté en suspens. Personne ne le défendait, personne ne le réclamait, personne n'en voulait. C'était un texte orphelin, écrit par un homme qui est mort sans laisser d'héritage légitime. Un livre abandonné, rejeté même par ceux qui le connaissaient le mieux. Le nom de Hitler, déjà à l'époque, avait disparu de presque tous les registres. Ceux qui le portaient le cachaient, ceux qui le connaissaient l'évitaient. Dans l'Allemagne de 1950, prononcer ce nom était presque un crime moral. Les gens le chuchotaient s'ils le disaient. Beaucoup ont demandé à le changer. Ils le justifiaient par des excuses personnelles. Mais tout le monde connaissait la vérité. Ce nom était un fardeau. Lors des entretiens d'embauche, dans les hôpitaux, dans les écoles, il suffisait de le prononcer pour que des portes se ferment, peu importe qui vous étiez. Le nom de famille suffisait. Le livre qu'Adolf Hitler avait laissé écrit, celui qu'il avait dicté pendant son emprisonnement, est resté une pièce inconfortable après sa mort. Ce n'était pas seulement un texte, c'était une bombe légale, symbolique et éditoriale. Il n'y avait pas d'héritier direct. Il n'a pas laissé d'enfant, et le testament mentionnait à peine son entourage. Sans un receveur légal clair, l'État de Bavière a pris le contrôle de l'œuvre. Ils n'ont pas fait d'annonce officielle, mais pendant des décennies, ils ont bloqué toute tentative de réédition. Il ne s'agissait pas d'une interdiction écrite. C'était une décision politique, ne pas permettre au livre de circuler librement à nouveau. Les anciennes copies continuaient d'exister, mais en mauvais état ou cachées dans des bibliothèques privées. Si quelqu'un voulait le lire, il devait se procurer un exemplaire clandestin, usagé, sur du mauvais papier. Il n'y avait pas d'édition moderne, ni de réimpression autorisée. Parallèlement, quelques membres éloignés de la famille ont été contactés. Légalement, ils auraient pu réclamer des droits. Mais aucun n'a montré d'intérêt. Pour tous, ce texte était intouchable. Personne ne voulait avoir affaire à lui, ni pour l'argent, ni pour la mémoire. Il y a eu des occasions où des avocats ont analysé s'il était faisable de présenter une demande de redevance. Cela ne s'est jamais concrétisé. Pas un seul des parents n'a voulu s'associer à cette cause. Pour eux, le livre était comme un objet maudit. Certains pensaient que toute tentative de récupérer des bénéfices ne ferait que ternir davantage leur vie. Des rumeurs de paiements secrets ou de fonds retenus ont circulé. On disait que certaines maisons d'édition avaient tenté d'envoyer de l'argent à des comptes associés à la famille. Mais les relevés bancaires n'ont montré aucun mouvement. Tout ce qui a été gagné avec ce livre pendant le régime est resté entre les mains de la structure nazie et a ensuite été absorbé par le nouvel État. Aucun membre de la famille n'a reçu de paiement. Aucune réclamation n'a abouti. Même les sympathisants les plus radicaux évitaient de se lier formellement au texte. Ils l'utilisaient comme référence. Ils le mentionnaient lors de réunions. Mais lorsqu'il s'agissait d'assumer la propriété ou les droits, personne ne faisait le pas. C'était trop dangereux, trop compromettant. Lorsque les droits d'auteur ont été libérés des décennies plus tard, certaines maisons d'édition ont décidé de le publier. Elles ne l'ont pas fait comme une réédition courante. Elles l'ont accompagné d'analyses, de notes critiques et d'avertissements. C'était un livre transformé en objet d'étude. Personne ne le promouvait, personne ne le célébrait. Il était simplement présenté comme ce qu'il était, un document historique marqué par la haine et le désastre. Au cours de ce processus, on a tenté de contacter d'éventuels héritiers. Ils n'ont pas répondu. Certains étaient morts, d'autres vivaient sous d'autres noms. Les quelques-uns identifiés ont rejeté tout lien. Ils ne voulaient aucune participation, aucune part, aucune mention. Ils ont refusé d'apparaître, et le silence a été total. Il a été discuté si les bénéfices de ces éditions commentées devaient être destinés à des organisations de victimes. Certaines ont accepté. D'autres ont dit qu'elles préféraient ne pas aborder ce sujet. Ce qui est ressorti clairement, c'est qu'aucun descendant n'a voulu apparaître sur scène. Ils ne voulaient pas faire partie, ne serait-ce que d'une réparation symbolique. Pour eux, ce livre n'aurait jamais dû exister. Et toute tentative de le revisiter ne ferait que rouvrir des blessures. Pendant ce temps, le nom de Hitler continuait de disparaître des registres civils, des recensements et des documents légaux. Dans les années 50, porter ce nom en Europe était synonyme de rejet. Peu importait que la personne qui le portait soit un enfant, une personne âgée ou quelqu'un qui n'avait jamais eu de relation avec le régime. L'effet était le même.
Personne ne voulait le voir ni l'entendre. En Allemagne et en Autriche, des centaines de personnes ont demandé à changer leur nom de famille sans donner de motif. Certains l'altéraient à peine, une lettre changée, une voyelle remplacée. D'autres choisissaient des noms de famille communs. Toute modification servait à effacer le lien. Dans de nombreux cas, les démarches étaient approuvées sans objection. Les fonctionnaires savaient de quoi il s'agissait. Il n'était pas nécessaire d'expliquer. Dans d'autres pays, des changements similaires se produisaient également. En Amérique, en Asie ou en Australie, le nom de Hitler continuait de générer de la peur. Il y avait des écoles qui ne voulaient pas accepter d'enfants portant ce nom, des entreprises qui évitaient de les embaucher, des familles qui préféraient ne pas avoir de relations. La stigmatisation était immédiate. On ne demandait même pas d'histoire. Le nom suffisait. Certains essayèrent de le conserver, par fierté, par principe ou par simple entêtement. Ils vivaient avec, supportant les regards, les questions et l'exclusion. Mais c'étaient des exceptions. La plupart, avec le temps, finissaient par le modifier ou le cacher. Même ceux qui disaient n'avoir rien à voir avec le dictateur. Dans les registres notariaux, il y a des demandes de changement qui incluent des phrases comme « pour des raisons personnelles »,« pour protéger ma famille » ou simplement « pour des motifs privés ». Ils ne disaient jamais ouvertement qu'ils voulaient rompre les liens avec le passé, mais le motif était évident. Personne ne voulait être le dernier Hitler sur les papiers. Au fil des décennies, le nom de famille a été presque complètement effacé. Non pas par la loi, non pas par obligation. Ce fut une décision collective, silencieuse, assumée par ceux qui le portaient. Dans les bureaux, les hôpitaux, les banques et les écoles, il a cessé d'apparaître. Et ceux qui le conservaient encore l'utilisaient le moins possible. Pendant ce temps, les registres de l'État ont également contribué à construire cet oubli. En Allemagne, certaines archives ont inclus des notes internes indiquant que toute demande portant ce nom de famille devait être traitée avec soin. Ce n'était pas de la censure, c'était de la prudence. Les fonctionnaires comprenaient qu'une décision mal prise pouvait générer des scandales. En Autriche, des mesures similaires ont été prises. Dans certains districts, les actes portant ce nom ont été classés comme réservés. L'accès n'était autorisé que sous surveillance. Les documents n'ont pas été détruits, mais ils ont été mis à l'écart du circuit normal. On ne pouvait pas les consulter librement. Et personne ne les demandait. La Croix-Rouge, dans ses missions d'aide aux familles séparées, a traité avec discrétion les cas impliquant des proches du dictateur. Bien que leur mandat fût d'aider tout le monde, ils savaient que ces dossiers nécessitaient un traitement spécial. Dans de nombreux cas, ils étaient classés sous des codes secrets. Ils étaient résolus sans laisser de traces publiques. Ou ils étaient clos sans réponse. Dans les archives britanniques et américaines, des rapports de renseignement ont été trouvés, parlant de risques faibles ou de cas non prioritaires, en référence aux membres de la famille de Hitler, localisés dans d'autres pays. S'il n'y avait pas de preuves d'activité illégale, il était recommandé de ne pas intervenir. Il était plus utile de les laisser en paix que de les réactiver médiatiquement. Dans les écoles, les universités et les hôpitaux, des protocoles non écrits étaient également appliqués. Si une personne portant ce nom de famille apparaissait, elle était traitée avec réserve. Parfois, on parlait avec l'intéressé. D'autres fois, il était suggéré de modifier les données dans le système. Tout cela pour éviter des désagréments, des gênes ou des fuites. L'important était de maintenir une distance avec cette histoire. L'Église catholique a également pris des décisions similaires. Dans plusieurs diocèses, les registres de sacrements liés à ce nom de famille ont été retirés des livres publics. Non pas sous la pression de l'État, mais par logique institutionnelle. Ils ne voulaient pas que quelqu'un trouve ces références et les utilise à des fins de propagande. Tout cela n'a pas été coordonné. Il n'y a pas eu de plan national. Ce fut une série de décisions prises dans de petits bureaux, par des personnes ordinaires, fonctionnaires, juges, prêtres, archivistes. Chacun, depuis sa place, a compris que le nom de Hitler ne devait pas avoir sa place dans la vie publique, et ils ont agi en conséquence. Certains chercheurs ont réussi à reconstituer ces mouvements des décennies plus tard, en rassemblant des pièces, en comparant des archives, en interrogeant des témoins. Ce qu'ils ont trouvé était un réseau d'actions dispersées mais orientées vers le même objectif: faire disparaître la famille de la carte, sans scandale, sans annonce, sans bruit. Il ne s'agissait pas d'une punition, ce n'était pas une vengeance, c'était une façon de résoudre un problème que personne ne voulait affronter directement. Ni les gouvernements, ni les églises,
ni les citoyens. Tous savaient que maintenir ce nom visible, c'était inviter au conflit, et ils ont préféré l'éviter. Ainsi, peu à peu, le nom de famille le plus infâme d'Europe s'est estompé. D'abord des livres, puis des cimetières, ensuite des bureaux, et enfin du langage quotidien. Les parents vivants ont cessé de parler, ils ont cessé de figurer. Certains n'ont même pas raconté à leurs enfants d'où ils venaient. L'oubli a été plus efficace que n'importe quelle loi, plus durable que n'importe quelle condamnation. Cela a été accompli sans caméra, sans tribunaux, sans gros titres. Ce fut un long processus, fait de milliers de petites décisions. Et cela a fonctionné. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune trace publique de la famille. Il n'y a pas de propriété, pas de monument, pas de réclamation. Il ne reste que des documents isolés, des fragments d'histoires éparses et un silence presque total. La lignée de Hitler ne s'est pas terminée par un jugement ni par un scandale. Elle s'est terminée par une série de démarches administratives, par une génération qui a choisi de se taire et par une société qui a compris que parfois, disparaître est la seule issue.